Situation complexe donc de ces camps de réfugiés palestiniens. Il y a celui de Jérusalem, mais il y en a d'autres en Cisjordanie. On va en parler avec vous, Amir Badran. Bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, faut expliquer quel est le statut justement et l'origine de ces camps de réfugiés qui perdurent aujourd'hui, réfugiés palestiniens. Il faut bien comprendre, on a parlé de la journée des réfugiés, vous avez parlé de 60 millions de réfugiés dans le monde. Mais il faut bien comprendre qu'il y a, sur la question des réfugiés, il y a un double standard, deux statuts à l'ONU. Il y a le Haut Commissariat des réfugiés qui est responsable pour tous les réfugiés au monde et qui définit les réfugiés comme des gens qui ont été exclus de leur pays. Et il y a l'UNRWA, qui est une agence spéciale qui existe que pour les réfugiés arabes palestiniens du conflit de 1948, qui, lui, définit les réfugiés comme leurs descendants également. Et par conséquent, le nombre de réfugiés dans le monde a décru, en fait, depuis 1947, alors que celui des réfugiés palestiniens ne fait qu'augmenter. En ce qui concerne les camps de réfugiés, après la guerre entre Israël et le monde arabe en 1948, il y a eu un double problème de réfugiés judéo-arabes, de la même manière qu'il y a eu un double problème de réfugiés après la partition de l'Inde et du Pakistan. À l'époque, plus de 15 millions entre les deux pays. Il y a eu à peu près entre 600 000 et 700 000 réfugiés arabes et près de 900 000 réfugiés juifs exclus du monde arabo-musulman. Le monde arabe a utilisé les réfugiés arabes de 1948 comme une carte, comme des otages en fait. Il les a laissés, ça fait plus de 3 générations qu'il les laisse dans des camps, qui sont exclus de toutes les professions au Liban, qui ne sont pas représentés dans les parlements en Syrie, qu'en Jordanie, alors qu'ils représentent 80% de la population, ils représentent moins de 10% des députés. Ils sont maintenus dans des camps cyniquement. On leur fait croire qu'ils reviennent, quand leurs descendants, la 3e génération, deviendront des citoyens israéliens. Ils sont les victimes cyniques de la politique du monde arabe, et en particulier de l'autorité palestinienne qui a été formée, constituée en 1994, et qui, au lieu de changer les camps de réfugiés et de les intégrer, d'en faire des villes et des villages, les maintient. L'autorité palestinienne maintient des camps de réfugiés depuis 20 ans. Il y a là un usage cynique de cette tragédie humanitaire et il est temps que le monde s'occupe de ce problème, en particulier en mettant fin à ce double standard de l'UNRWA et du Haut Commissariat, en faisant que le Haut Commissariat soit responsable de tous les réfugiés et en démantelant l'UNRWA et en faisant que les réfugiés palestiniens soient intégrés comme le reste des réfugiés au monde. Amir Badran, sur ce problème des réfugiés. Oui, en écoutant votre invité, on dirait qu'Israël a nié pour rien. Alors, parlons-en un peu de la situation pour mettre les choses un peu en ordre. Alors, formellement, le camp, il fait partie du territoire dont est responsable la municipalité de Jérusalem. Donc là, on parle de Chouafat qu'on vient de voir. Voilà, exactement, on parle de Chouafat. Pour nous situer, on est en train de parler d'un quartier palestinien arabe à l'est de Jérusalem. Et en fait, on est en train de parler de 3 kilomètres, pas plus, loin de l'ancienne ville de Jérusalem. Donc cela, juste pour situer l'endroit, quand on parle de la responsabilité, l'État d'Israël, la municipalité d'Israël de Jérusalem en prend charge, soi-disant, elle est chargée et responsable pour ces habitants-là. Ces habitants-là, en fait, sont reconnus non pas comme des citoyens israéliens, mais ils ont la reconnaissance d'une résidence permanente et ils n'ont pas le droit à la citoyenneté, donc ils n'ont pas de passeport. Donc là, ceci nous prend à un autre problème au statut juridique de ces gens-là. Et par rapport à ce que vient de nous expliquer votre invité, c'est qu'en fait, au lieu que leur nombre diminue, leur nombre s'accroît. Alors moi, je veux vous révéler quelque chose qui a été révélé par le journal Haaretz, un grand journal avec tendance de gauche ici en Israël, qui a révélé un document officiel publié et qui montre une directive qui a été employée pendant 1967 jusqu'à 1994. Ce sont les dates que votre invité vient de suggérer. Donc, en fait, presque 30 ans. Et dans ces 30 ans écoulés, en fait, l'État d'Israël a travaillé systématiquement pour annuler le statut des résidents israéliens palestiniens. C'est-à-dire, par exemple, si un Palestinien qui vivant soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem-Est, partait pour aller faire des études et s'il ne revenait pas avant qu'il y a 3 ans qui sont écoulés, en fait, il était plus en droit de rentrer chez lui.
Donc là, on lui a enlevé sa carte de résidence, il a été plus en droit de le faire. Donc pendant ces années-là, il y a eu 140 000 Palestiniens que l'État d'Israël a annulé leur citoyenneté. Et leur résidence, pardon, et en fait, de ce fait, ils se sont devenus apatrides, tel qu'on l'a vu dans votre reportage. En fait, ces gens-là, ils savent pas ce qu'ils font ou où ils sont. C'est-à-dire que quand on parle des autres problèmes qu'ils envisagent, des problèmes du quotidien, du jour au jour, on parle de conditions de vie. On l'a vu dans le reportage, les infrastructures, les routes, les trottoirs, les systèmes sanitaires, les égouts, les poubelles, l'électricité, l'eau. On a vu, ils souffrent d'une négligence totale. Alors, où est le problème ? Mais pourquoi est-ce qu'on les considère comme des réfugiés alors que ce n'est pas le cas d'autres habitants arabes de Jérusalem-Est? C'est ça le problème aussi qu'il faut éclaircir ce soir. Pourquoi est-ce qu'eux sont des réfugiés et pas d'autres habitants? C'est justement, d'abord, il faut préciser une chose, c'est que les habitants de Jérusalem-Est, depuis 1967, ont le statut de résident et ont, contrairement à ce que vous avez dit, la possibilité, comme beaucoup l'ont fait, de demander et d'obtenir la citoyenneté israélienne. Maintenant, je vous rappelle que la population arabe de Judée-Samarie et Cisjordanie a augmenté depuis 1967. Donc cela est en contradiction avec ce que vous venez de décrire. Une grande partie des résidents arabes de Cisjordanie, de Judée-Samarie, ont la citoyenneté jordanienne. Toutes ne l'ont pas eu lorsque ce territoire était contrôlé ou occupé par la Jordanie entre 1949 et 1967. Ils étaient, pour beaucoup, citoyens jordaniens. Et comme je l'ai dit, la plupart des résidents de Jordanie aujourd'hui sont palestiniens, entre 70 et 80%. Maintenant, le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'on peut parler effectivement des responsabilités historiques, on peut mener un débat sans cesse sur je suis prêt à le faire si vous le voulez, mais on n'en a pas le temps. Mais la question est de savoir aujourd'hui, on parle aujourd'hui du quotidien, et dans le quotidien, justement, le problème est un problème large, moyen-oriental, dans la mesure où les réfugiés arabes palestiniens de 1948, comme je l'ai dit, sont maintenus cyniquement dans des camps, dans les pays arabes de la région, qui, au lieu de les intégrer, alors qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les intégrer, il n'y a aucune différence ethnique, religieuse, culturelle. Or, ils sont maintenus dans des camps, cyniquement, et ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'accès à la plupart des professions, aux droits civiques de base, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Liban, et que ce soit dans l'autorité palestinienne. Il faut bien comprendre que l'autorité palestinienne, au lieu de démanteler les camps de réfugiés pour intégrer cette population, ce qui aurait dû être la première chose à faire, les maintient également, que Mahmoud Abbas continue de parler de ce soi-disant droit au retour en leur disant vous reviendrez, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants iront à Jaffa, où nous sommes actuellement, à Beersheva, à Haïfa, et à chaque fois que l'on négocie pour un accord de paix, Mahmoud Abbas dit « Ah non, moi je ne peux pas annuler le soi-disant droit au retour de 5 millions de réfugiés palestiniens. Comment voulez-vous arriver à un accord ?» Donc là, je pense que cet événement dont nous avons parlé aujourd'hui est l'occasion effectivement de mettre le problème sur la table et de dire que c'est la responsabilité de tout le monde, d'Israël, de l'autorité palestinienne et de la communauté internationale, une fois pour toutes, de résoudre ce problème et de cesser cet usage cynique et cruel de la question des réfugiés par les dirigeants arabes et en particulier par l'autorité palestinienne. Mais pourquoi vous ne parlez pas en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ces camps de réfugiés alors que vous montrez le doigt la responsabilité de l'autorité palestinienne? Alors moi je voudrais vous répondre là-dessus. Alors concernant l'éducation, on a commencé par parler sur les infrastructures, c'était grave tellement qu'on est en train de parler d'un vrai danger. L'éducation, que ce soit à la crèche, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, il y a un délaissement total de la part d'Israël. On la néglige complètement, on s'en fout de ce qui est en train de se passer là-bas. En 2010, je parle toujours de Shoafat. On parle toujours de Shoafat. En 2010, donc là, par rapport concernant l'autorité palestinienne et ce qu'elle est en train de faire pour ces camps de réfugiés, alors que il y a 15 écoles qui ont été rénovées, financées entièrement par l'autorité palestinienne, et par des milliers d'euros. Et lorsque l'autorité palestinienne a voulu inaugurer ces écoles, elles n'ont pas été laissées par des décrets et des arrêts qui ont été sortis par le ministre de la Sécurité israélien, bloquant tous ces pas. Il s'agit d'une grande... Pour quelle raison ?
Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une autorité palestinienne, et aucune prérogative sur ces endroits-là, alors qu'Israël n'est pas intéressé à en mettre un sou et n'est pas intéressé de prendre en charge ces endroits. Une fois de plus, on est en train de parler d'une grande prison du camp de réfugiés. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler d'une grande prison? Parce qu'en fait, le Shoafat, c'est un quartier, mais pas tout le quartier est entouré par une muraille. Il n'y a que le camp de Shoafat qui est en fait à l'extérieur de la muraille qui a été construite par les Israéliens. C'est-à-dire que alors que ce territoire est sous responsabilité israélienne de la municipalité de Jérusalem, en fait, il est à l'extérieur de la muraille et on s'en fout complètement de ce qui est en train de se passer là-bas. Une chose de plus, il y a des arrêts, il y a des décrets de la part du préfet et du maire de Jérusalem avec des destructions de maisons des Palestiniens vivant dans ces territoires qui ne cessent d'augmenter tous les ans. Tout ça compris, après c'est difficile à comprendre. Excusez-moi, il n'y a pas de préfet à Jérusalem. Il y a un maire à Jérusalem. On parle de maire. Les décisions sont décisions de la Cour de justice. Lorsqu'il y a une violation du droit, il s'agit des décrets administratifs, ça n'a rien à voir avec la Cour. Il y a une violation de la construction à Jérusalem. Il y a également des destructions de maisons juives. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la situation de ces réfugiés va de mal en pire, alors que la responsabilité est israélienne, et lorsque les Israéliens ne prennent pas la responsabilité, quand les autorités palestiniennes essayent d'en faire quelque chose, là, ils sont bloqués au nom de la sécurité israélienne. Et ça, c'est très grave. Je précise tout de même que les écoles dont vous parlez, lorsque effectivement l'autorité palestinienne tente de construire dans des territoires qui ne sont pas sous son autorité, lorsqu'il y a une construction illégale, c'est non seulement du droit, mais du devoir de la municipalité de Jérusalem de faire appliquer le droit. Maintenant, encore une fois, sur la rénovation des écoles... Ça fait des années qu'ils attendent le droit, et cependant, ils n'ont pas recours à l'éducation. Ça ne revient pas de l'autorité palestinienne qui n'est pas souveraine à Jérusalem. Et par conséquent, la ville de Jérusalem, elle, construit et investit dans de nombreux quartiers de tout Jérusalem, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Le cas de Shoafat reste effectivement un problème. Pourquoi un problème à l'État israélien? Pourquoi ça reste un problème? Parce que ce sont des Palestiniens? Il y a sur la question de Jérusalem, comme vous le savez, un conflit entre Israël et l'autorité palestinienne sur la question de la souveraineté. Et lorsque vous parlez de la muraille... Il n'y a pas de conflit, en fait, ce sont des violations du droit international par Israël. En fait, il s'agit de territoires occupés qui a été annexé en 1967. Et avant 67, ils étaient occupés ou pas? Amir Badran, avant 67, ces territoires étaient occupés ou pas? Ces territoires étaient un territoire palestinien. C'était un territoire qui était contrôlé par la Jordanie. Souveraineté jordanienne. Exactement. D'ailleurs, le camp a été établi par le roi de Jordanie en 1965. Et avant souveraineté jordanienne, c'était sous la souveraineté de qui? Avant la souveraineté, Amir Badran, les faits. La souveraineté jordanienne, avant la souveraineté jordanienne, c'était sous la souveraineté de qui? Des Jordaniens, vous allez voir parler des Israéliens. On est en train de discuter des vies des Palestiniens. Vous voulez pas les voir? Ils y existent. Je ne dis pas que je ne veux pas les voir. Vous parlez de territoires occupés. C'était contrôlé par la Jordanie. De plus de 40 000 personnes réfugiées dans ces camps. Vous êtes vous-même avocat, Amir Badran, soyez précis sur les termes juridiques. Je suis précis. Il n'y avait pas de souverain légal et reconnu, puisque la Jordanie a pris contrôle de ce territoire qui a été précédemment sous le contrôle et la souveraineté de la Grande-Bretagne. Il n'y a jamais eu d'État palestinien dans le passé, ça n'a jamais été un territoire palestinien non plus. Alors là, ça n'a jamais été un État palestinien dans le passé, c'était un territoire contrôlé par la Jordanie. Par conséquent, ce territoire, légalement, n'est pas un territoire occupé. Il y a un conflit, un désaccord entre Israël et l'autorité palestinienne, mais présenter ça comme un territoire qui aurait été souverain, mais comment vous expliquez que tous les pays du monde n'acceptent pas d'avoir une seule ambassade à Jérusalem, justement à cause de ces violations de droit international, en disant voilà, ce n'est pas un territoire israélien, c'est un territoire palestinien. Vous n'avez pas à mettre en place là-bas, parce que si un État européen ou américain ou peu importe mettra une ambassade là-bas, ça serait comme si c'était la légitimité pour l'État d'Israël. Et là, vous savez, depuis la naissance de l'État d'Israël, ça n'existe pas. Non, mais vous avez tort. La plupart des pays du monde avaient leurs ambassades à Jérusalem avant 1981. C'est parce que l'Israël a fait passer sa loi de 1981 sur Jérusalem, capitale éternelle. C'est pour ça que la plupart des pays ont fait passer leur ambassade à Tel Aviv. Mais avant, les ambassades étaient à Jérusalem. Je vous rappelle par ailleurs que sur le statut de Jérusalem... Donc en fait, tous les États, ils n'ont rien compris. C'est juste à cause de la loi israélienne. C'est pour ça qu'ils ont tous enlevé leur ambassade. Je vous dis simplement que d'après le plan de partage de l'ONU de 47, Jérusalem devait devenir un corpus separatum, une ville internationale. Cela n'a jamais été le cas. De facto, elle a été divisée entre Israël et la Jordanie.
et la Jordanie, revoyez vos faits historiques, c'était la Jordanie qui contrôlait ce territoire qui était sans souverain. Il n'y avait pas de Palestine, vous inventez des faits qui n'existent pas. Jérusalem était divisé entre Israël et la Jordanie. Aujourd'hui, Jérusalem est réunifiée. Que le monde, de facto le monde, envoie ses lettres de créance. Elle n'est pas réunifiée, elle est annexée. C'est comme ça que le droit international... Mais le droit international ne reconnaît pas Jérusalem-Ouest. Le droit international parle de Jérusalem-Est comme étant un territoire occupé, mais pas du tout. À l'État d'Israël. Mais vous vous trompez. Mais c'est faux, vous mentez. Jérusalem-Ouest n'est pas reconnu par la communauté. Je pense que vous devrez être poli parce que la communauté internationale ne reconnaît pas non plus la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Donc c'est là que vous vous trompez, parce que le statut... C'est le monde entier apparemment qui se trompe. Il n'y a que vos idées à vous qui sont vraies. Mais c'est vous qui vous trompez, parce que le monde, c'est qui le monde? Je vous dis qu'aucune ambassade... C'est rien du tout par rapport à ce que vous pensez. Le monde, ça n'a rien à voir. Aucun pays aujourd'hui ne reconnaît la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Juridiquement, factuellement, la scène internationale, c'est du n'importe quoi. L'ONU non plus, les résolutions de l'ONU, ça n'a rien à voir, ça vous intéresse pas. Ne dites pas des choses que je n'ai pas dites. Je dis que juridiquement, il n'y a aucune différence entre le statut de Jérusalem-Ouest et de Jérusalem-Est. Par conséquent, Israël, de la même manière qu'Israël a conquis Jérusalem-Ouest en 1948, a conquis Jérusalem-Est en 67, il n'y a aucune différence juridique entre les deux parties de la ville et le monde. Donc on est d'accord qu'ils sont occupés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et je vous dis que le monde ne reconnaît pas non plus la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Et le statut des deux parties de la ville est identique en termes de droit international. Bon, on va quitter le domaine des réfugiés, là, puisqu'on est parti sur Jérusalem, et on ne va pas régler ça ce soir. Merci Emmanuel Navon, merci Amir Badran. Justement, Jérusalem, il y a parfois des initiatives qui tentent de rapprocher les deux populations, juives